Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Rana. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour vous expliquer un petit peu plus les paramètres de Digital Pro à travers différentes analyses, notamment sur la première, sur une analyse d'une patiente souffrant d'une arthrose au niveau du genou. Donc le but étant de vous montrer sur la marche ce qu'on peut en sortir, que vous soyez kiné, podo, médecin. Voilà, ça permet de voir un petit peu comment on peut travailler sur l'analyse par rapport à cette pathologie-là. Alors, je vais vous partager mon écran. On va commencer tout de suite directement. Vous avez en bas, si vous souhaitez, un petit onglet de chat ou questions, si vous souhaitez poser des questions au moment de l'exposé. Donc, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre soit pendant, soit après. Et puis, il y aura aussi après, à la fin, un petit moment si vous avez des questions à nous poser. Allez, je vous partage mon écran avec. Voilà, donc c'est une patiente. Alors, j'ai pris l'habitude maintenant de tout mettre en fait sur le logiciel, de mettre un petit peu tout ce que je mettais sur mon examen. Donc, je le mets dans les motifs de consultation et les antécédents. Je remplis ça directement. Comme ça, maintenant, j'ai plus qu'un seul fichier avec tout marqué. Donc, c'est une analyse de la marche qui a été faite. C'est une patiente qui souffrait d'une arthrose, un début d'arthrose qui était quand même relativement jeune, elle avait 50 ans. Elle souffrait d'une arthrose du côté droit du genou. Elle marchait, quand je l'ai vue, avec une canne. J'ai fait l'analyse sans la canne pour voir un petit peu exactement où elle en était. J'ai pas marqué, oui, ça c'est un oubli. J'ai marqué, on peut le rajouter, aide à la marche. On va mettre qu'elle était avec une canne, comme ça on s'en souviendra. Voilà, comme ça, vous voyez, vous pouvez mettre dans quelles conditions l'analyse s'est faite. Ça me permet de savoir un petit peu que quand elle est venue, elle était vraiment en phase douloureuse. Donc, vous avez, pareil, au niveau des douleurs, vous voyez, ça, c'est pareil, c'est des choses des fois que j'oublie de remplir. Donc, on peut mettre qu'elle avait mal, ce qui était le cas à 4 sur 10, localisé. Donc, elle avait mal au genou, côté droit, et elle avait mal, les zones n'étaient pas concernées. On va quand même remplir. Elle n'avait pas concerné, c'était le genou globalement sur lequel elle avait mal. Voilà, on va sauvegarder, comme ça permettra, lorsque je la reverrai la prochaine fois, de savoir comment elle avait quantifié sa douleur et si elle marchait toujours avec ça. Sur les premiers paramètres qu'on voit, on a la symétrie, la cadence et la vitesse. Vous pouvez voir qu'il y a tout de suite des petits codes couleurs qui permettent de savoir où se situe le patient par rapport aux normes du patient, puisqu'il y a des normes qui sont faites en fonction de la taille, de l'âge, du sexe du patient. Quand c'est rouge, c'est qu'on est éloigné des normes. Quand c'est orange, c'est qu'on n'est pas très loin. Et quand c'est vert, c'est qu'on est dedans. Et vous avez en dessous du chiffre, la plupart du temps, les normes qui sont mentionnées. Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur le paramètre, vous allez sur le point d'interrogation et vous avez une définition du paramètre qui vous est proposé avec des fois sur les paramètres, les normes aussi qui sont mentionnées à travers ce point d'interrogation. Donc, on peut voir que symétrie, elle est dans le rouge, elle est à 78, la symétrie, elle est calculée par rapport au temps de contact. Donc, le but étant d'être entre 95 et 100, on voit qu'il y a une grosse différence, qui est souvent le cas lorsqu'il y a des douleurs importantes. On a des symétries entre côté gauche et côté droit qui sont relativement différentes, liées au fait que le côté où elle a mal, souvent, ce qui est un petit peu le cas, elle a tendance à appuyer un petit peu moins. Vous voyez, côté droit, elle appuyait beaucoup moins que le côté gauche, avec quand même des temps de contact qui étaient quand même relativement plus importants que la normale, puisque normalement on devrait être à 60-40. On va y revenir juste après. Sur la cadence, elle avait des cadences qui étaient faibles par rapport à ce que je vois d'habitude. Là, à chaque fois, moi, les analyses, je les fais toujours dans les mêmes conditions. Je les fais dans mon cabinet. J'ai une diagonale qui fait à peu près 5 mètres. Je demande aux patients de faire des allers-retours sur cette diagonale-là pendant 1 minute. Vous voyez, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un grand espace pour pouvoir faire des analyses de marche, sachant que tout ce qui est demi-tour et virage sont automatiquement enlevés. On va conserver uniquement les lignes droites. Donc, on est sur des cadences faibles, vitesse faible, effectivement. D'habitude, on est dans mon cabinet. Les patients marchent en général un petit peu moins vite, effectivement, qu'à l'extérieur, mais ils marchent en moyenne entre 3,5 et 4 km/h. Donc, c'est pour ça aussi le but de faire toujours dans les mêmes conditions, c'est de pouvoir aussi comparer entre chaque patient et avoir toujours les mêmes bases pour que quand votre patient revienne, vous sachiez que vous pouvez comparer l'analyse. Ensuite, vous avez le profil de marche qui correspond avec les temps de contact, les temps d'oscillation et les longueurs de foulée.
Les longueurs de foulée sont la distance entre deux contacts talons du même côté. Ce qui permet de regarder s'il y a une différence entre côté gauche et côté droit. On commence à s'inquiéter quand on voit qu'il y a une différence qui est supérieure à 10%. Ça peut mettre aussi en évidence certains problèmes musculaires avec des gens qui ont plus de mal à pousser ou à avancer d'un côté. Donc, ça peut mettre en évidence certaines pathologies par rapport à ces différences de longueur. Les temps de contact mettent en évidence des marches qui sont lentes, peu dynamiques, dès qu'on est au-dessus de 65%, on va dire. La norme, c'est 60% en temps de contact et 40% en temps d'oscillation. Là, vous voyez qu'on a un temps de contact gauche qui est très important parce que c'était le côté où elle avait pas mal, donc elle appuyait beaucoup plus et elle le sollicitait beaucoup plus. Donc, c'est aussi le risque sur des pathologies comme ça unilatérales, c'est force de solliciter le côté contralatéral, d'avoir des douleurs après de ce côté-là. Donc, ça permet aussi de voir dans le temps comment ça évolue et de se dire que quand on commence à avoir des grosses différences, une symétrie qui est vraiment loin de 95%, qu'il y a vraiment quelque chose à faire assez rapidement pour éviter que ça se dégrade encore plus. On peut avoir toutes ces données-là en détail, normalisées, puisque vous voyez qu'on a les temps de cycle avec les codes couleurs qu'on retrouve, du vert, du orange et du rouge par rapport au patient. On voit que sur les longueurs de foulée, elle est loin de ce qu'elle devrait faire par rapport à sa taille. On a une petite différence, mais qui reste pas énorme. Et puis, on a les différences, effectivement, entre les temps de contact et les temps d'oscillation. On a un temps d'oscillation qui est beaucoup plus court à gauche que du côté droit. Ensuite, on a la gait line, qui est le déroulement du pas par rapport aux forces exercées, avec les temps de contact sur chaque partie du pied. Et on voit qu'on a la gait line normale, c'est une attaque un petit peu comme c'est là, une attaque postéro-externe, avec un déroulé médian et un déroulé qui va se finir au niveau de l'avant-pied plus au niveau interne. Vous avez aussi les temps de contact qui sont donc mis par zone d'attaque, pied à plat et phase de propulsion. Quand on est dans le vert, pareil, mais c'est bien, donc c'est aussi important de comparer côté gauche et côté droit, et puis de regarder par rapport aux normes si on en est éloigné. Donc vous voyez qu'au niveau du talon, on était bon, et puis qu'après sur les parties médiaux, on avait une phase qui était beaucoup plus importante, souvent sur des gens qui ont une perte de dynamique au niveau de la marche, c'est le cas, on a une phase médio-pied qui est beaucoup plus importante, qui va être beaucoup plus marquée, parce que c'est là où ils vont se sentir le plus stable. Et puis les phases talon et avant et propulsion vont être beaucoup plus diminuées. On peut l'avoir soit en pourcentage, soit en absolu. Et des fois, ce n'est pas forcément les mêmes couleurs qui sont mentionnées, parce que les normes sont un petit peu différentes par rapport entre les pourcentages. Vous pouvez être bon en pourcentage en rapport, et puis pas être bon en temps, puisque vous pouvez avoir des temps beaucoup plus importants. Sur le ratio de propulsion, c'est quel est le groupe musculaire qui est le plus sollicité lors de la marche entre les deux groupes musculaires qui sont les fléchisseurs de hanche qu'on a sur le haut et fléchisseurs plantaires triceps sural. Le but, c'est d'avoir un équilibre entre les deux. Donc, il faudrait que tout soit vert et surtout de ne pas avoir de trop grosses différences entre côté gauche et côté droit. Là, on voit qu'on a globalement une sollicitation plus importante des fléchisseurs de hanche des deux côtés, et avec du côté qui est douloureux, une sollicitation encore plus importante des fléchisseurs de hanche, ce qui est tout à fait normal. Vous pourrez faire l'essai chez vous. Si vous bloquez le genou avec un strap, sans parler de douleur, vous allez voir que vous allez plus lancer la jambe vers l'avant, donc on va plus se servir des fléchisseurs de hanche qu'on va pousser au niveau du pied. Et souvent, le côté le plus faible va essayer, en termes de distance, de s'accommoder par rapport au côté le plus fort. Enfin, le côté le plus fort va s'accommoder, au côté, en termes de distance par rapport au côté le plus faible. Donc souvent, c'est pour ça que sur les longueurs de foulée, on a des longueurs qui sont à peu près équivalentes, puisqu'on réduit les deux côtés. Mais on voit qu'on a quand même un côté droit lié à la douleur qui est beaucoup plus important. Donc ça peut être un indicateur par rapport à la douleur et par rapport à l'avancée de la pathologie, de se dire aujourd'hui, on a l'image de la marche de cette patiente à cet instant-là, en sachant qu'elle a mal, qu'elle a une arthrose qui commence à être très prononcée, alors qu'elle était plus une arthrose au niveau du compartiment interne du genou, une arthrose fémoro-tibiale sur le compartiment interne, et donc qui n'était pas globale au niveau du genou. Et donc, ça permet d'avoir cette image à cet instant T et de voir comment elle évolue dans le temps. Et le but pour le praticien, que ce soit kiné ou podo, c'est de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, puisque là, la patiente allait
sur du moyen terme se faire opérer avec sûrement une prothèse partielle du genou et pas une prothèse totale. Sur la deuxième page, on a tous les angles de pronosupination, les angles de progression du pas et le steppage et la carence. En rentrant plus dans les détails. Les angles de pronosupination, ils sont relativement faciles à lire dès qu'on les a bien compris. À droite, vous avez le pied droit, à gauche, le pied gauche. En bas, c'est le moment où le pied touche le sol par le talon. Et vers le haut, c'est le moment où il quitte le sol par les orteils. En vert, c'est la norme. Si on est sur l'extérieur, on est supinateur. Si on est sur l'intérieur, on est pronateur. Donc très facile à lire. Ça permet de comparer côté gauche, côté droit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on voit aussi la variabilité du pas qui est liée à l'écart entre deux droites grises qu'on voit notamment sur le haut. Donc, vous avez la droite noire qui est la droite moyenne et deux droites grises qui représentent l'écart type. Un écart type normal, c'est un écart qui est, comme on l'a un petit peu moins sur le haut, voilà, qui est de 2 à 3 degrés. Dès qu'on a un écart type qui est plus important, c'est un signe d'instabilité. Dès qu'on a un écart type qui est encore plus faible, comme c'est le cas là, vous voyez, on n'a quasiment pas du tout de variabilité, c'est un signe que la patiente est très crispée au niveau de sa marche. Suivant l'âge du patient, on peut en sortir différentes choses. Si c'est une personne âgée, on sait qu'elle va contrôler son pas, mais que dans le temps, musculairement, elle ne va pas être capable de contrôler sur du long terme, donc il y a un risque de chute qui peut arriver. Sur ce genre de patiente-là, on sait que c'est une faiblesse musculaire qui est liée au fait que par rapport à la douleur, elle a sûrement moins marché, moins de stabilité au niveau de la cheville et du genou. Donc, on sait que déjà en pré-chir, il y a du travail à faire. On peut éventuellement commencer à faire un travail de rééducation, de remuscler suivant la douleur pour essayer de la restabiliser un petit peu pour que le travail en post-chirurgie soit moins important. Surtout que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la chirurgie, elle n'allait pas forcément intervenir dans les 3-4 mois qui allaient arriver. Donc, ça permet aussi de voir le travail qu'on va pouvoir faire tout de suite sans créer plus de douleur, mais pour essayer de la stabiliser, parce qu'on voit que du côté gauche comme côté droit, on a des choses à faire. Au niveau podo, on voit que on a une démarche qui est relativement dans la globalité pronatrice, puisqu'on a une attaque qui est quasiment dans les normes des deux côtés, et puis on a un effondrement du médio-pied quand le pied est à plat, qui est un peu plus important que la norme, avec un pied qui a tendance à basculer sur l'intérieur quand il est à plat, puis après, il reste à peu près dans les mêmes déviations là. Donc ça permet de savoir ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire en termes de semelle, ce qu'on peut faire en termes d'appareillage, essayer de comprendre pourquoi la patiente avait mal aussi. Là, ça ne donne pas forcément la raison, parce que normalement, quand on a mal sur le compartiment interne, sauf si c'est des problèmes de torsion, d'ouverture un peu plus importante, mais là, en ayant regardé aussi les chaussures, puisque je reste sur Digitsol Pro, qui est un examen complémentaire de tout ce qu'on peut faire autour, ça permet d'avoir des informations qu'on n'a pas sur les autres examens, mais ça permet aussi d'avoir ça. Mais je continue à regarder tout le reste, notamment les chaussures. Et sur les chaussures, on avait une usure qui était très marquée sur tout le bord externe de la chaussure, sûrement liée à la compensation. Aujourd'hui, à marcher comme ça, parce que je pense que ça l'a soulagé aussi par rapport à ses douleurs sur le compartiment interne. Et je pense que c'était sa manière aujourd'hui un peu plus naturelle, et que quand elle a tendance à marcher sur l'extérieur, c'était plus une marche compensatrice. Toujours très difficile de corriger, on essaie toujours d'émettre des suppositions par rapport à ce qu'on voit à cet instant-là. On le voit, vous voyez, qu'elle a aussi une ouverture qui est très importante, qui peut être aussi la cause effectivement de cette arthrose. Donc, c'est des choses qu'on va regarder dans le temps. Et puis, sur les angles d'attaque, de propulsion, on voit qu'elle est sur des angles qui sont loin d'être normaux, puisque normalement, sur l'angle d'attaque, on doit être aux alentours de 20-25 degrés. Donc là, on a un pied qui attaque, on va pas dire pied à plat, mais quasiment, donc avec des phases qui ne sont pas très marquées, des propulsions qui ne sont pas très marquées. On l'a vu sur les ratios de propulsion, ce petit schéma, il va très bien avec les ratios de propulsion, qu'on a des ratios qui sont très, très importants sur le fichier de hanche. Souvent, on retrouve des valeurs qui ne sont pas dans les normes, dans les angles d'attaque et de propulsion. Les angles de propulsion, voilà, on est faible. Et puis, on a des hauteurs qui sont un petit peu plus faibles côté gauche, mais qui restent un petit au-dessus de ce qu'on a, des risques de chute, notamment qui est en dessous normalement de 2 mm. Donc voilà. Mais quand même avec une différence côté gauche, il y a quand même 1 cm d'écart entre les deux.
Si suite à ça, on peut exporter le document pour éventuellement, si on le souhaite, l'envoyer au médecin, l'envoyer à un confrère, que ce soit un podo ou un kiné, pour lui montrer ce qui a été fait et éventuellement pour dire un petit peu. Donc, vous pouvez exporter ça. Sur la fin, vous pouvez mettre vos commentaires et l'envoyer, soit l'exporter en PDF, soit en impression papier. Vous avez aussi la possibilité d'avoir différents filtres, d'en créer un personnalisé et les filtres en fait vont vous permettre d'avoir un affichage un petit peu différent et vont présélectionner certains paramètres et en enlever d'autres. Donc si on prend le filtre neurologique par exemple, vous avez pu par exemple les angles de pronosupination avec une présentation uniquement sur une seule page et qui va directement sur certains paramètres qu'on a mis par rapport à ce type de pathologie-là. On peut aussi, si on le souhaite, renommer l'analyse. Donc, on peut, si vous faites différentes analyses de marche dans différentes conditions le même jour, ou avec différents types de chaussures, ou on peut faire souvent des essais aussi. Est-ce que la canne va apporter quelque chose? Donc, vous voyez, on aurait pu faire, sur cette patiente-là, faire une analyse avec canne et sans canne, et voir si la canne l'aidait réellement à marcher, si ça ne la déséquilibrait pas plus. Donc, on peut s'amuser à faire différentes choses et directement le mentionner, comme ça, quand on visualise le nom des analyses, on sait tout de suite dans quelles conditions elles ont été faites. On peut aussi, là, il n'y en a qu'une qui a été faite, mais voir l'évolution de toutes les analyses dans le temps, de tous les paramètres dans le temps, que ce soit les analyses de marche, de course ou de saut. On va pouvoir suivre dans le temps l'évolution de toutes les analyses. Et si le but, par exemple, sur la symétrie, on était parti d'une symétrie relativement basse, on sait que le but, c'est d'essayer de se rapprocher d'une symétrie proche de 100%. Et donc, le but, c'est d'avoir une courbe par rapport à ça. Voilà sur la marche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. On va aller sur une analyse de course. Donc là, on change totalement de patient. C'est juste pour vous expliquer un petit peu une analyse de course. L'analyse de course peut être faite soit sur tapis, soit en extérieur, avec des protocoles qu'on conseille de 10 minutes avec 1 minute d'accélération. Vous pouvez faire les protocoles que vous souhaitez, sachant que le temps minimum, c'est 2 minutes de course. Là, vous voyez, un tout petit peu inférieur, c'est passé quand même. C'est 2 minutes de course. Pour avoir vraiment des résultats qui sont fiables, il vaut mieux aller un tout petit peu au-delà pour avoir un nombre de pas un petit peu plus important et le temps que le coureur se mette en action. Après, ça dépend si vous faites sur tapis, s'il a déjà couru avant ou pas, on peut effectivement prendre que 2 minutes de données. Vous avez le temps, la vitesse, la cadence, à chaque fois le point d'interrogation qui donne dans quelles conditions c'est fait. Vous avez le graphique qui montre un petit peu tout ce qui s'est passé pendant la course avec la vitesse et la cadence. Ensuite, on retrouve la symétrie, ce qu'on avait un petit peu tout à l'heure sur la marche, qui est un indicateur sur la course de risque de blessure. On considère dès qu'il y a une asymétrie supérieure à 10% que potentiellement il y a un risque de blessure. Sur le paramètre de droite qui est le type d'attaque, il va vous donner le type d'attaque quand c'est talon, médio ou avant-pied, avec l'angle quand c'est talon ou avant-pied, l'angle précis. Et en dessous, vous avez la force d'impact globale. Le chiffre en lui-même ne veut pas forcément dire grand-chose, il est à mettre en relation avec le poids du patient. Alors, comment on fait? Vous êtes là, par exemple, sur ce patient-là, on était à 2,2 kN, donc 2200 newtons. En physique, on sait que 9,81 newtons, c'est égal à 1 kg. Donc pour aller plus vite, je dis que 10 newtons, c'est égal à 1 kg. Donc en gros, ça veut dire qu'on est à 220 kg de pression au moment de l'impact. Ça, déjà, vous voyez, ça parle un petit peu plus à vos patients de dire que la chaussure, elle prend 220 kg de pression. Donc ça permet, vous voyez, de les mettre face aussi à des chaussures qui ont peu d'amorti ou pas suffisamment pour montrer ce que le corps peut subir en termes de force exercée au moment de l'impact. On est sur des forces qui sont à peu près équivalentes des deux côtés. Donc une fois que vous avez 220 kg, il suffit de diviser 220 kg par le poids du patient et on sait que ce chiffre entre la force divisée par le poids du patient, donc là si on dit que le patient pesait 70 kg, on est un peu plus de 3 fois, il doit être compris entre 2 à 4 fois le poids du corps. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans différentes études, différentes parutions. Donc là, on est dedans. Si on a
des forces inférieures, c'est-à-dire que le patient amortit très bien, mais c'est surtout quand il y a des forces qui sont supérieures à 4, potentiellement, ça peut emmener des blessures, soit articulaires, tendineuses, parce que c'est-à-dire qu'il y a un risque, un amorti qui n'est pas suffisant, soit la chaussure qui ne correspond pas, soit le patient qui n'amortit pas suffisamment l'impact. Ensuite, vous avez le profil de course avec, comme sur la marche, les longueurs de foulée, les temps de contact, les temps d'oscillation avec le temps de double vol. Et on retrouve les angles de pronosupination, sauf qu'il n'y a pas de norme en course à pied, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de corridor. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de commencer par une analyse de la marche pour savoir de quoi on part et à quoi on arrive sur la course. On a souvent ce type de tracé avec une attaque aux alentours de moins 12 degrés, un pied à plat, quand on attaque talon, un effondrement du médio dès qu'on passe pied à plat, puis après une foulée quand on est en propulsion qui va soit être pronatrice ou alors, souvent on a tendance à repartir un tout petit peu sur l'extérieur. Ce qui est intéressant sur ces analyses-là, c'est qu'on va pouvoir comparer différents moments et notamment là ça n'a pas été le cas, mais comparer par exemple quand il y a une accélération, voir ce qui se passe à l'accélération et comprendre notamment certaines douleurs qui peuvent arriver à l'accélération. Donc, on va prendre 2 points et ça permet de comparer ces points-là, de savoir si le patient a attaqué de la même façon et comment on varie les forces d'impact par rapport à ça. Et notamment, pareil, sur les angles d'attaque, choses comme ça. Et ça permet des fois de comprendre pourquoi les douleurs arrivent quand le patient il peut accélérer. De la même façon que sur la marche, on peut exporter le rapport, on peut comparer 2 analyses. On va le faire sur celui-là, parce que sur celui-là, il doit y avoir un peu plus de données. Alors, on va, le temps que ça charge, voilà. Donc, on va prendre les analyses qu'on souhaite comparer. Donc, si vous avez vu votre patient à différents instants, hop, vous voyez, on a 2 analyses à 2 moments différents. Et désolé, c'est un petit... voilà. Et du coup, on va pouvoir comparer tout ce qui s'est passé s'il y a eu un changement entre ces 2 moments-là. Mon ordinateur bloque un petit peu. Mais du coup, en dessous, on a tout qui va défiler en dessous et on peut exporter la comparaison. Et pareil, soit sur papier, soit, vous voyez, on a toutes les données qui sont présentes et voir si effectivement il y a eu une différence entre les 2 instants par rapport soit à une rééducation, soit par rapport à une pathologie qui a évolué. Donc, vous voyez, par exemple, là, on se dit qu'il y a une différence au niveau des angles de pronosupination, donc on peut essayer de comprendre pourquoi, ou en tout cas, ça permet de voir l'évolution. La solution permet aussi d'analyser 4 types de sauts. Les sauts, l'analyse des sauts est utilisée dans différentes circonstances. Ils sont utilisés notamment par les kinés pour valider un retour au sport suite à une ligamentoplastie ou suite à une entorse. Ils peuvent être utilisés par des kinés, des coachs, des podologues pour évaluer le risque de blessure. Et ils peuvent utiliser de la même façon par ces différents métiers-là aussi pour évaluer le niveau de performance. Donc, suivant le patient et suivant ce qu'on va rechercher, si c'est un patient en ligamentoplastie, on va regarder les sauts pour valider le retour au sport. Et puis, si c'est du patient sain, ça permet d'évaluer son risque de blessure et d'évaluer aussi sa performance. Alors, si on prend, donc il y a les 4 sauts, c'est le CMJ, donc il y a un saut à 2 pieds qui est une détente verticale avec l'aide des bras ou sans l'aide des bras, qui permet de mesurer donc l'élévation du centre de gravité, qui est essentiellement un saut qui va permettre de mesurer la performance du joueur. On voit souvent sur des basketteurs ou des joueurs, on les voit sauter en essayant de pousser le plus haut possible les petites barres. C'est ça un CMJ. C'est un saut sans élan et qui permet de mesurer la hauteur. Les très très bons athlètes, comme on peut le voir des fois sur des vidéos, atteignent entre 80 à 90 cm. Des athlètes classiques, c'est entre 30 à 40 cm. Sur le single hop, triple hop et side hop, on va essentiellement comparer, ce sont des sauts à un pied, on va essentiellement comparer côté gauche, côté droit avec une symétrie. Le retour au sport suite à une ligamentoplastie, par exemple, et on va le valider notamment si on a une symétrie qui est supérieure à 90%. Sur du patient sain,
on va dire qu'éventuellement, il y a un risque de blessure si la symétrie est inférieure à 90%. Par exemple, sur ce single hop là, donc c'est un saut à un pied, on va sauter une fois en avant. On a mesuré, donc le système mesure la distance qui a été parcourue. Donc on a 1,52 m qui a été parcouru à gauche et 1,24 m à droite. Donc, là, on a une symétrie qui est à 92%. Potentiellement, ça veut dire que le patient a un risque de blessure. Le but derrière, c'est d'essayer de voir sur quels paramètres il y a vraiment une grosse différence. Et c'est là où le système est super intéressant, c'est que ça va permettre d'aller de manière beaucoup plus profonde dans le saut et de voir quels sont les paramètres réellement en cause et de travailler dessus derrière. Donc on a les temps de contact, les hauteurs des deux côtés, et ensuite vous avez 7 paramètres qui sont identiques sur les 4 sauts. L'angle de flexion-décollage, la vitesse de décollage, la rotation du pied entre le moment où il décolle et le moment où il atterrit, l'accélération à l'atterrissage, l'angle d'atterrissage, les angles de pronosupination, la stabilité de contact qui permet de voir comment on varie les angles de pronosupination au cours des 200 millisecondes qui suivent le contact et à quelle vitesse. En rentrant un peu plus dans les détails, l'angle de flexion permet de voir si le patient a décollé de la même façon des deux côtés. On retrouve à peu près les mêmes valeurs en angle de flexion, décollage que sur la marche, par exemple. Donc vous avez vu 66 degrés, c'est ce qu'on devrait retrouver à peu près en allant. Ça va un tout petit peu plus loin sur les sauts, mais on est entre 60-65 degrés sur la marche et on est à peu près similaire sur le côté. Et à chaque fois, on va comparer côté gauche et côté droit, donc ça permet de voir s'il y a un côté qui est plus faible et essayer de comprendre pourquoi on peut avoir cette différence-là. Ensuite, vous allez à la vitesse de décollage, qui permet aussi de mesurer la performance de l'athlète. Et comme la distance permet aussi de mesurer la performance de l'athlète. Plus on va aller loin, plus l'athlète potentiellement est performant. Plus il va aller vite, plus il peut être performant et explosif. L'avantage aussi, c'est que sur chaque paramètre, vous allez pouvoir imaginer tout de suite un exercice. Si on a envie de travailler, par exemple, la vitesse de décollage, ça va être plus ou moins de l'explosivité. Donc, on va faire travailler sur du saut à une jambe, sur faire des squats unipodo, pour essayer de récupérer de la force, soit des deux côtés, soit d'un seul côté. La rotation autour de Z est souvent mise en relation avec les angles de pronosupination. Vous avez souvent tendance à avoir un pied qui se ferme, donc avec des angles négatifs quand on a de la pronation, et des angles qui s'ouvrent quand on est en supination. Là, on voit une première grosse différence qui est la différence au moment de l'atterrissage, avec une accélération à l'atterrissage qui est très différente entre côté gauche et côté droit, avec un atterrissage qui est très violent côté droit, puisqu'on est quasiment à 9G, donc 9 fois le poids du corps. Ce qui veut dire que le patient, potentiellement, au moment de l'atterrissage, il n'amortit pas suffisamment son contact, puisque la chaussure ne peut pas être mise en cause, puisqu'on a les mêmes chaussures des deux côtés, et côté gauche, ça se passe bien. Donc, ça veut dire que potentiellement, il peut avoir une petite faiblesse musculaire, donc avec un travail éventuellement en excentrique ou autre chose, suivant comment vous travaillez, pour essayer qu'au moment de l'impact, le patient amortisse son manque de choc plus musculairement, parce que là, en gros, il atterrit quasiment, on ne va pas dire jambes tendues, mais les jambes légèrement fléchies, et il n'y a pas du tout de flexion au niveau cuisse sur la jambe pour amortir cette onde de choc-là. On pourrait, si on le souhaite, parce qu'on peut y ajouter, on pourrait filmer le saut et avoir tous les détails aussi en vidéo et c'est stocké sur nos serveurs. Vous avez l'angle de flexion à l'atterrissage qui permet de savoir comment le patient a atterri. Sur du saut unipodal, souvent on a tendance à atterrir plus sur l'avant-pied. Dès qu'on atterrit sur l'arrière-pied, c'est-à-dire que vous avez une force sur une toute petite surface et purement c'est tout le corps qui prend. Donc ça peut mettre aussi en avant des douleurs que le patient peut avoir. Donc ensuite, les ongles de pronospination, quand on est sur du négatif, c'est que le pied atterrit légèrement sur l'extérieur. Et puis, ça permet de voir un petit peu comment tout varie. On voit qu'on a une grosse variabilité du côté droit, parce qu'on passe de moins 14 avec plus 15 degrés de variation, c'est-à-dire à 1 degré, donc avec un pied qui part de l'extérieur et qui finit en pronation, avec des vitesses de contrôle qui sont pas trop mal. Donc potentiellement, pourquoi il a été moins loin, peut-être qu'il a l'amorti étant plus important côté droit, ça peut être un risque. Et puis après, si on veut en savoir un petit peu plus, on pourrait refaire soit le même saut pour voir si on a les mêmes données, soit faire un triple hop, donc qui est un triple saut en avant, pour voir si la différence est toujours notable entre les deux côtés. Je vous montre juste un autre saut. Par exemple, je crois qu'il y a un CMJ normalement.
Et vous allez voir qu'en fait, il y a juste l'entête qui change par rapport au saut. Et après, tout le reste, toutes les données sont identiques. Notamment là, sur le CMJ, il y a une vidéo, mais je crois que c'est le seul qui a été filmé. Et vous voyez que la vidéo, en fait, elle a été incorporée dans l'analyse. Suivant le navigateur que vous avez, vous allez pouvoir l'incorporer sur le côté. Donc là, on a la hauteur du saut, et puis vous voyez, on retrouve, comme je vous disais tout à l'heure, nos 7 paramètres. Donc on est à 34 cm, qui est une hauteur, je disais, ce qu'on va retrouver sur, on va dire, du patient classique. Et puis dès qu'on est sur des sportifs, normalement, on est censé retrouver des valeurs un tout petit peu plus importantes, aux alentours de 40 cm. Et puis sur des sportifs de haut niveau, par exemple sur des volleyeurs, il y avait une étude qui avait été faite sur des volleyeurs, on était à 70, et puis sur des sportifs de très haut niveau, notamment tout ce qui était basketteurs américains, on était entre 80 cm à 1 mètre. Et pareil que sur toutes les autres analyses, vous pouvez les exporter en PDF ou les imprimer. Et on peut, comme toutes les autres analyses, les suivre de temps en temps et les comparer. Et on peut changer le nom aussi si vous souhaitez. Mettre un CMJ, par exemple, avec l'aide des bras ou sans les bras, ça peut être mentionné dès le début pour éviter d'ouvrir toutes les analyses et de savoir dans quelles conditions elles avaient été faites. Voilà. J'en ai fini pour la présentation. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Rana, je pense que ça va nous mettre l'adresse mail sur laquelle vous pouvez envoyer les questions dans le chat. N'hésitez pas à aller sur le site, vous pouvez voir et puis contacter les distributeurs que nous avons en France ou ailleurs pour avoir plus de renseignements, ou nous directement. On va attendre une petite minute. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas dans l'onglet questions ou chat. Alors, il y avait une question qui a été posée, je ne l'avais pas vue. Pour revenir sur le cas de la gonarthrose, quels seraient les paramètres les plus pertinents pour la prise en charge par orthèse plantaire? Alors, on va revenir en arrière. Après, chaque cas est un petit peu différent. En règle générale, sur la podologie, les paramètres qui sont souvent utilisés, ce sont les angles de pronospination. Ils peuvent, dans pas mal de cas, donner un début de réponse à certaines questions. Sur le cas de gonarthrose, ça peut être ça. Les autres paramètres vont mettre en évidence l'intensité de la douleur et vont refléter la douleur du patient. Et pour moi, les angles de pronospination peuvent donner, dans certains cas, la cause. Donc, s'il y avait un ordre à mettre, je mettrais angle de pronospination en premier, et puis après, tout ce qui est les ratios de propulsion, les longueurs de foulée, les temps de contact, qui peuvent permettre de voir un petit peu où en est le patient dans sa douleur. Parce que souvent, le patient vous dit qu'il a très très mal, souvent. Ça peut arriver des fois où le patient vous dit qu'il a une douleur qui est très importante et on ne voit pas forcément grand-chose. Donc, ça permet vraiment de relativiser par rapport à ça. J'espère que j'ai répondu à votre question, Gilles. Et donc, Rana vous a mis l'adresse au niveau du chat, donc education@digitsol.com pour poser d'autres questions si vous avez d'autres renseignements à nous demander. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur le mois prochain pour vous montrer un nouveau cas et vous exposer un nouveau cas. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir, Anna.